Bienvenue sur Iconic TV. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans le 20e arrondissement, à l'occasion de l'événement qui est organisé par l'association l'ONG Eliora, donc qui met tout en œuvre aujourd'hui pour ameuter les gens autour de leur action au sein d'un orphelinat qui se trouve au Congo. Suivez-nous à vous montrer tout ça. Alors vous, Madame Babi, du coup, quel est votre rôle, on va dire, si vous en avez un, bien sûr, selon vous, l'éducation juridique dans la construction d'une société plus juste et plus inclusive en Afrique? Alors je vais vous répondre tout de suite que des lois existent. L'application est autre. J'ai adoré le discours de mon copaléniste, qui est, excusez-moi, très politique. Je respecte cela. Mais au bout de 20 ans de faire des conférences, j'ai le sentiment d'entendre les mêmes choses politiquement. Je ne sais pas si les politiques se rendent compte que ce qu'ils disent, qu'il faut qu'ils le fassent maintenant, que de faire de beaux discours. Parce que des associations comme Eliora, qui sont en train de faire cet événement aujourd'hui, sont sur le terrain et se battent avec la réalité. Et j'espère que certains politiques qui ont sûrement de la bonne volonté puissent s'imprégner de ça et discuter avec les associations sur le terrain pour mettre des actions concrètes et non pas faire des discours récurrents qu'on va entendre encore l'année prochaine tout en parlant de l'horizon de 2050 alors que la réalité elle est inquiétante. Je vous donne un exemple, j'étais en Côte d'Ivoire et je suis allée au marché. Et j'ai regardé, j'ai observé des enfants qui portaient les bagages des femmes qui faisaient le marché. À peu près 7, 8, 9, 10 ans, peut-être 14 ans. Et ils portent, les femmes mettent des articles très très lourds. Et ces enfants portent, jusqu'à accompagner les mamans pour prendre le taxi ou leur moyen de transport, pour une pièce souvent de 100 francs, 200 francs, je ne sais même pas si ça fait 1 euro. Et j'ai observé ça, nous sommes en 2025, et c'était normal pour la population de voir un enfant de 7-8 ans porter les affaires mères. Cet enfant, il aurait voulu aller à l'école. Et quand moi, dans mon élan, pas parce que je viens de l'Europe, j'ai voulu donner à cet enfant qui avait porté des affaires lourdes, mais je ne voulais pas juger pour qu'on me dise « Oh, la blanche, arrête ça ». J'ai donné un billet de 10 000 francs qui fait 15 euros. Et je me rappelle de ma cousine qui s'est insurgée et qui m'a dit « Mais non, mais c'est trop, qu'est-ce qu'il y a ?» Et je n'oublierai pas la bénédiction de cet enfant. De cet enfant qui m'a dit merci, mais vraiment qui avait eu la somme de sa vie. Et j'ai regardé, j'ai dit à ma cousine, tu sais, cet enfant, il aurait voulu aller à l'école comme tes enfants, mais il n'en a pas eu l'opportunité. Est-ce que les gouvernements ne savent pas qu'il y a des enfants dans les rues, qui sont obligés de travailler pour nourrir leur famille depuis des lustres? Est-ce que les gouvernements ne savent pas qu'il y a des enfants dans les rues qu'aujourd'hui on appelle dans certains pays bébés noirs ou nous qu'on appelle les microbes parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de fréquenter? Est-ce que les gouvernements ne savent pas qu'aujourd'hui encore il y a des familles qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants pour des raisons de pauvreté parce que du CP ou même de la maternelle jusqu'à l'université, ces enfants sont ici, ils n'ont pas envie de rentrer. Parce qu'ils savent que derrière une éducation, même s'ils se sont battus, il n'y a pas de boulot pour eux. Éduquer l'enfant, c'est très bien, mais après, quelle est la suite? Être chômeur et maintenant, avec un doctorat, passer la frontière pour venir à Paris pour se retrouver dans les rues de Porte de la Chapelle. Eh bien, c'est ça, en fait, qui, moi, me révolte aujourd'hui. Je peux venir faire une conférence de plus. Je vous sortirai les articles. Je vous sortirai les articles internationaux ratifiés par la plupart des pays. Je vous sortirai ce que les lois ou les pays ont mis en place. Et la réalité, elle est où? Les chiffres sont à la main, il a dit. Près de 5 millions d'enfants
À 5 ans, ils ne sont pas scolarisés, 30 millions qui sont. Mais c'est effrayant, c'est un échec pour un continent. S'il n'y a pas d'éducation, quel avenir pour un continent? Aucun. Alors il faut revenir à la source, il faut revenir à la base. C'est vrai que nous nous battons, même nous qui sommes ici, on envoie de l'argent pour des choses informelles, etc., pour soutenir la famille. Mais il y a tout un mode opératoire, tout un système pour que nous allions de l'avant. C'est tellement dommage qu'un si beau continent puisse toujours être celui pour lequel on fait des réunions Russie-Afrique, France-Afrique, etc., pour parler des mêmes sujets. C'est désolant. L'Afrique a le potentiel, l'Afrique a les moyens, nos gouvernements ont le moyen de changer le cours des choses. Pour une fois, appliquons-le et changeons de discours parce que nous avons des enfants valables. Et du coup, Madame Babi, en tant qu'éducatrice, comment vous arrivez à concilier la théorie juridique et les réalités auxquelles les enfants africains sont confrontés? Alors, je vais vous dire une chose. Une fois, je suis confrontée à une famille qui veut marier sa fille. La petite a 11-12 ans et elle doit être mariée à un monsieur de 50 ans. Bien. Je pars croyant que mes arguments, mon beau langage et le droit me sauvera. Alors, j'alerte quelques autorités pour pouvoir faire quelque chose pour cet enfant, pour ne pas qu'elle soit mariée de force, car volontairement elle ne le veut pas, ça va de soi. Et je vais avec des autorités sortant tous les articles de code ou bien des articles juridiques que je connais. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Parce que la mère m'oppose quelque chose, la coutume. Parce que la mère m'oppose quelque chose, la religion. Et elle me dit, qu'est-ce que vous venez me dire avec vos histoires de blanc? Moi, je me suis mariée à 13 ans, j'ai tenu une famille. Qu'est-ce que vous venez me le dire? Et en réalité, c'est vrai que ce n'était pas dans une grande ville, c'était en province. Mais en réalité, appeler la police pour prendre cet enfant et la protéger, pour éviter le mariage, cela n'a pu être fait. Ils ont pris l'enfant une journée, ils l'ont ramené aux parents. Et la petite s'est mariée. Et elle s'est mariée. Et là, je réalise que, même si j'ai appris ça en droit, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Eh bien, il y a la loi au-dessus de la coutume. Mais dans certains cas, je n'ai pas dit dans tous, la coutume et la religion et l'éducation qu'on a reçue va prévaloir. Alors, à partir de ce moment-là, on revient encore au sempiternel sujet que j'évoque, mais il est important de faire des lois, d'accord, et de les rendre coercitives et pouvoir les appliquer. Pour dire que désormais, toute famille qui mariera son enfant, malgré la religion, etc., que je respecte, pourra être enfermée. Mais il faut le faire. Mais si on ne le fait pas, qui va aller dénoncer cette maman? Elle est persuadée qu'elle fait bien. Elle n'a connu que ça. Elle-même n'est pas éduquée. Elle-même n'est pas éduquée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, en fait, il faut maintenant prendre la nouvelle génération, les éduquer pour que ça arrête le cycle. Qui sont en âge d'aller à l'école, mais qui ne sont pas scolarisés. Donc, sur la question, en fait, de l'éducation, puisqu'on parle... L'éducation, c'est aussi le sujet de notre table ronde. Il y a déjà une situation préoccupante à ce sujet en Afrique. Ensuite, concernant la question de l'accès à une alimentation de qualité, une alimentation saine, on compte là aujourd'hui à peu près 30% d'enfants de moins de 5 ans en Afrique qui souffrent d'un retard de croissance lié à la malnutrition. On parlait des mariages précoces qui effectivement vont concerner beaucoup d'enfants en Afrique, souvent dans les zones sahéliennes, subsahariennes, mais plutôt sur la bande dans les pays qui sont dans la bande sahélienne, et surtout ce qui est enfants subissant les affres de la guerre, subissant les affres des conflits. On parle de beaucoup d'enfants qui sont non seulement qui subissent la mortalité dans ce type de situation, mais qui subissent aussi des déplacements forcés. C'est le cas notamment en RDC.
dans ce conflit que vous n'ignorez pas, qui va concerner notamment l'extrême est du pays, le Kivu, le Nord Kivu, sur ce conflit qui les oppose évidemment à ces factions de plusieurs types d'origine, mais certaines ougandaises et rwandaises. On parle d'un conflit qui a tué plus de 10 millions de personnes, selon les estimations, mais peut-être même beaucoup plus. Et au milieu de ces conflits, il y a des enfants qui, en plus de souffrir la mortalité, sont aussi des enfants qui travaillent dans les mines d'extraction, de cobalt, etc., qui sont exploités et qui subissent aussi des violences sexuelles. En plus des femmes qui sont aussi violées, puisque le viol est aussi un outil d'arme de guerre dans ces contrées. Donc, à regarder l'état des lieux tel que je viens de l'exposer, c'est pas une volonté de noircir en fait votre samedi et votre week-end. Au sortir de là, il faut qu'on ressorte avec la joie et de l'optimisme évidemment, mais sans ignorer les relations, les réalités pardon que l'Afrique, que les enfants en Afrique subissent. J'ai cité quelques exemples. Vous avez, je pense maintenant sur les projections qui nous amènent à essayer d'imaginer un avenir meilleur. En partant de cet état des lieux, essayer de considérer quand même que les choses ne pourraient ne pas s'améliorer qu'à la condition que les pouvoirs publics, vous en parliez tout à l'heure, et c'est aussi pour ça que vous m'interpellez, et je vais y répondre très succinctement, à la condition que les pouvoirs publics mettent en place véritablement des actions concrètes. Parce que si on se fie aux projections, elles ne sont pas forcément réjouissantes. Si on part de l'état des lieux et de la situation actuelle, déjà que la population africaine va augmenter. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,5 milliard d'Africains. Et en 2050, on pense que la population va doubler. Donc on va passer à 2,5 milliards. Et en principe, elle doublera tous les 50 ans. Et donc la population actuelle des moins de 15 ans, qui est de 430 millions, va elle aussi doubler. Et si l'état actuel de la situation n'évolue pas, on va se confronter à de véritables situations catastrophiques. On en voit déjà les difficultés, notamment dans l'immigration intra-africaine, parce qu'avant l'immigration vers l'Europe, il y a la première immigration, c'est d'un pays à l'autre en Afrique. Beaucoup de jeunes qui essayent de tenter la traversée du désert pour aller dans les pays du Maghreb, comme vous le savez si bien, Jamila. Et c'est déjà une situation compliquée parce que des personnes qui se déplacent d'un point à l'autre témoignent d'une instabilité, d'abord sur le plan économique et ensuite sur le plan social, environnemental, humanitaire, etc. Chacun a son rôle à jouer et que chacun peut jouer un rôle concret pour pouvoir aider en tout cas les populations à pouvoir s'en sortir sans tout attendre des politiques. Et les politiques je pense, j'ajouterais par rapport à ça que le secteur privé aussi, les entreprises. Le secteur privé, les entreprises, évidemment, tout le monde doit jouer son rôle, doit jouer sa partition. Ça ne veut pas dire en fait que chacun doit se défausser de ses prérogatives, de ses responsabilités. Au contraire, il faut responsabiliser chacun. L'État, le politique, les entreprises et aussi les diasporas expatriés qui peuvent aussi s'organiser pour avoir des actions probantes. C'est-à-dire il y a le transfert de fonds, évidemment pour pouvoir aider, soutenir, comme on dit, la popote, etc. Mais peut-être qu'aussi il y a des activités, des actions à pouvoir mettre en place de façon conjointe dans ces diasporas pour avoir des impacts plus efficients. Voilà. Pour justement nous donner un peu son avis et justement quel a été son parcours pour entreprendre et quel est son rôle justement dans la transmission. Parce que généralement quand on entreprend, c'est vrai qu'on aime transmettre le processus d'entreprise en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous faites vous de votre côté? Ce que je fais concrètement pour transmettre, c'est sensibiliser énormément autour de moi. Les enfants issus de l'immigration, les familles que je connais, j'essaye vraiment, quand j'avais encore mon commerce que j'ai arrêté, maintenant je suis passée à autre chose, je recrutais en fait ces enfants issus de l'immigration qui venaient travailler comme étudiantes. C'était ma manière à moi de les former et de leur transmettre ce que je faisais. Du coup, effectivement, donc si je rebondis, une action aussi qui peut être menée, un angle justement d'étude, ce serait d'encourager les entrepreneurs à embaucher ou alors à former en interne comme des stagiaires par exemple, la jeunesse d'aujourd'hui
pour qu'ils puissent justement être stimulés par un métier, par justement l'envie de pouvoir entreprendre aussi et d'utiliser les ressources justement qu'a l'Afrique aujourd'hui du nord au sud. Donc effectivement, ça peut être selon vous un angle d'action, on va dire? Oui, mais c'est vraiment pas mon domaine réellement. Moi, comme j'ai dit tantôt, je suis plus dans la protection de l'enfance. Et cette protection inclut évidemment le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'éducation et la jeunesse en Afrique. Donc, j'ai déjà fait des voyages en Afrique où j'ai sensibilisé sur la protection. Je suis en phase de réaliser un film, un dessin animé pour sensibiliser les enfants très jeunes déjà, à partir de 5 ans, parce que j'ai écouté en fait mes copanélistes parler des enfants vulnérables en Afrique. Je pense qu'il est important, et il a soulevé quelques points, il est important déjà d'identifier les facteurs qui amènent ces enfants à être vulnérables. Et ces facteurs peuvent être d'ordre socio-économique, la pauvreté, les orphelins, les enfants qui ont perdu leurs parents, mais aussi d'ordre sanitaire, parce que la question sanitaire, on l'a évoqué, n'est pas vraiment top en Afrique. Les deux autres facteurs sont les facteurs sécuritaires, des enfants qui sont déplacés par la guerre, impactés par la guerre, mais aussi environnemental avec le changement climatique. Donc, une fois qu'on a identifié ce qui cause la pauvreté, qui amène autant d'enfants vulnérables en Afrique, il est important maintenant de chercher un engagement politique fort amener les politiques en Afrique à faire des investissements énormes et durables en fait dans l'éducation, dans la santé, parce que la jeunesse, l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus jeune en termes démographiques. Elle a un fort potentiel. Donc cette puissance démographique peut non seulement être un grand atout pour l'Afrique sur le plan économique, mais il faut savoir l'exploiter. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est un point sensible. Et quand on veut en parler quelquefois, surtout quand c'est l'Occident qui touche à ça, nous avons tendance à nous révolter, à crier au complot quand on parle de contrôler la démographie, la croissance démographique en Afrique. Parce que l'un des facteurs de pauvreté en Afrique, c'est parce qu'il y a un déséquilibre réel en termes démographiques. Qu'est-ce qui arrive si en Afrique aujourd'hui, il y a tellement d'enfants, beaucoup plus d'enfants et de personnes âgées, donc des bouches à nourrir, c'est des personnes qui ne peuvent pas travailler, qui n'apportent presque rien à la société. Et tant que cette tranche, en fait, de ces bouches à nourrir, cette tranche est beaucoup plus grande que la tranche qui travaille pour nourrir ces bouches, on aura toujours des enfants pauvres. La pauvreté va toujours persister en Afrique. Donc, à un certain moment, l'éducation en Afrique ne doit pas seulement être orientée pour acquérir des compétences, mais il faut aussi éduquer les femmes, les populations, les communautés à pouvoir limiter les naissances, à ralentir. Parce qu'on fait des enfants et voilà. Et entre-temps, si un papa qui a 20 enfants, il est le seul à pourvoir pour ses 20 enfants, comment est-ce qu'on peut ralentir la pauvreté? Donc c'est un point à ne pas négliger et à sensibiliser vraiment les Africains à pouvoir veiller sur cet aspect en fait, essayer de réduire la pauvreté en contrôlant la croissance démographique. Donc en fait, moi en fait dans mes implications, notamment dans mes prises de parole, j'ai souvent l'habitude d'essayer de lancer l'alerte par rapport à cet horizon de 2050 et d'interpeller les pouvoirs publics africains, notamment sur la nécessité de pouvoir harmoniser leur économie, de pouvoir accélérer sur les questions d'éducation et d'amener en fait leur économie vers des sujets de transformation, ce qui va permettre d'intégrer ces jeunes éduqués, dont on souhaite que l'éducation leur permette de pouvoir prendre ensuite un métier, mais qu'ils arrivent sur un marché du travail qui va leur permettre de travailler et non pas d'arriver sur un marché du travail sclérosé, fermé,
poussant à aller dans ce qu'on appelle l'économie informelle, qui est en général une économie qui est dominée par les femmes parce qu'on en a besoin en Afrique, parce que ce sont les femmes qui nourrissent les foyers, et parfois elles sont obligées d'aller sur les places de marché sans être répertoriées au registre du commerce. Et ça, c'est la survivance. Quelque part, ces pays s'appuient sur ces systèmes économiques pour obtenir une espèce aussi de paix sociale. De cette manière-là, il y a des familles qui réussissent à s'en sortir. Mais les jeunes, dans ces horizons bouchés, sont obligés et se sentent l'obligation de rêver en fait un épanouissement ailleurs. Comment on peut les aider et tout, de mettre des structures en place, pour prendre nos enfants aussi, pour pouvoir leur permettre d'avoir l'alternance, c'est aussi une solution et régler les problèmes. Il y a plein d'avocats, il y a plein de choses, vraiment aussi s'unir pour pouvoir aider nos enfants. Peut-être que en les aidant, ils auront encore envie de pouvoir transmettre à ceux qui sont en Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Vous voulez dire un petit mot, Ben? Je précise que j'ai 6 enfants, hein, pour ceux que, voilà. Ouais. J'en ai plus que vous. Alors, pour conclure, je vous invite à applaudir nos 3 invités, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste un dernier mot de la fin dans le combat que je mène sur la violence sexuelle faite aux enfants. Je voudrais que chacun de vous ici soit ambassadeur pour moi, autour de vous, pour aider à protéger les enfants, à ne pas prendre les silences comme un signe de bonheur. Créer des espaces et des moments pour parler avec vos enfants, vos neveux, tous les enfants autour de vous, pour essayer de déceler ce qui se passe dans leur vie, dans leur cœur. Et s'ils subissent une forme de violence, vous pourrez découvrir et voilà, pouvoir les aider de cette manière. Merci beaucoup, merci à tous. Ce samedi 25 octobre, à la mairie du 20e arrondissement de Paris, l'ONG Eliora a réuni exposants et créateurs africains pour célébrer la culture africaine à travers l'art, la mode et le partage. Au cœur de cet événement, un engagement fort en faveur d'un orphelinat au Congo et de l'éducation des enfants, dans un pays confronté à de réelles difficultés sociales. 3 intervenants ont porté des échanges riches en émotions et en détermination, rappelant l'importance de l'action. Accès à la formation, à l'éducation, à la professionnalisation, et aussi à la protection des enfants grâce au soutien des ONG et des diasporas africaines en France. Une journée d'unité, d'inspiration et d'espoir pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Restez connectés sur Iconic pour de prochaines aventures.